Et ce sera Monsieur Gilles William Goldnadel que j'appelle à la tribune, s'il veut bien y venir. Monsieur Goldnadel, vous êtes avocat, essayiste, et nous allons vous écouter nous parler des méthodes d'intimidation. C'est là le sujet que l'on vous a proposé et pour lequel vous avez accepté de nous enseigner. Merci, la parole est à vous pour 20 minutes. Bonjour. Je vais vous dire quelque chose. La première méthode d'intimidation, c'est vous qui la pratiquez parce que vous m'intimidez énormément alors que je ne suis pas d'un naturel franchement timide parce que ça n'était pas mon propos. Je ne comptais pas du tout vous parler des méthodes d'intimidation. Il m'arrive... Pardon ? Il m'arrive d'en parler, il m'arrive effectivement de vitupérer le terrorisme intellectuel et d'une certaine manière, j'étais venu vous dire ici uniquement pourquoi je suis là. Parce que je suis là, je vous le dis très franchement, parce que je vous aime. Parce que je ne suis pas venu vous parler pour, ou plutôt contre la PMA. Je suis bien sûr contre la PMA, mais la PMA non thérapeutique. Mais quand je dis bien sûr, je dis naturellement contre la PMA non thérapeutique. Et je suis extrêmement étonné, et je le dis notamment devant mon ami Laurent Alexandre, qui comprendra tout aussi bien que vous ce que je veux dire. Il est quand même étrange. Je n'ai pas autant réfléchi sur le problème que d'autres ici dans la salle, et notamment que notre chère Ludovine. Mais il est quand même étrange, et je le dis sans aucune ironie, que pratiquement les mêmes qui ont constamment sur la bouche et sur les lèvres le mot de nature, ces gens réellement qui vitupèrent, quelquefois à juste titre, les avancées d'une science souvent trop prométhéenne, les conséquences terribles de la technologie et de la science sur la nature et qui érige en principe celui de précaution, eh bien, les mêmes sont incapables de vouloir comprendre les effets peut-être prométhéens, les dégâts terribles sur la nature des enfants, des conséquences de la science prométhéenne. Et ne vous trompez pas, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Je sais que dans les traités psychologiques sur la filiation, et notamment dans la science freudienne, on insiste beaucoup sur la nécessité d'un père. On insiste beaucoup sur le principe d'identification au père. Mais je ne suis sûr de rien, je vous dis franchement. La science freudienne présentait contre nature l'homosexualité. Moi, je ne prétends pas du tout que l'amour entre femmes soit contre nature. Il est naturellement minoritaire, mais il est naturellement très répandu. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la procréation entre femmes est contre nature et ne relève pas d'un quelconque droit naturel. Et donc, c'est dans cet état de doute
et presque de doute cartésien dans lequel je me trouve et que je vous livre très honnêtement, que j'érige comme principe celui de précaution. Parce que ce comité d'éthique, qui a fini, comme je le prévoyais, sans être grand devin, par conclure en faveur de la PMA de confort et non thérapeutique, celui-ci, et notamment par la personne de son distingué président, disait lui-même ses doutes que je partage sur la nécessité de l'identification au père. Mais bien entendu, je prévoyais que, par une sorte d'irrésistible pente, de vouloir évidemment se conformer à la mode du temps, par une sorte d'attractivité malheureusement naturelle, humaine par rapport à cette mode, eh bien, ils allaient conclure dans ce sens qui n'était pas le mien. Donc c'est dans le cadre de ce principe de précaution que évidemment, je suis avec vous et fermement contre cette PMA non thérapeutique. Mais je n'y vois même inconsciemment nulle trace d'une quelconque imaginaire homophobie. Pardon de vous le dire, mais j'entendais il y a quelques jours, je débattais avec, contre une personne d'ailleurs éminemment intelligente et sympathique, à propos de cette femme que je crois indienne, qui a eu un enfant dans le cadre d'une PMA, mais cette fois d'une PMA avec un homme, à 74 ans. 74 ans. Et ma contradictrice, qui suit avec docilité malgré tout cette pente de la mode à laquelle j'essaie de résister, expliquait qu'elle trouvait ça très beau, très beau. C'est-à-dire que je ne connais pas exactement la longévité statistique en Inde. J'imagine qu'elle tourne autour de, dans le meilleur des cas, 80 ans, pas plus. Pas plus. Donc, l'enfant à naître avait 6 ans d'expérience, de pouvoir espérer connaître sa maman. Et effectivement, je vois que certaines personnes ici sont bien informées. J'apprenais par la suite que la maman est dans un état extrêmement difficile et que le papa de 78 ans a fait un infarctus, sans doute comblé par le bonheur et l'émotion. Et le pronostic vital est évidemment en jeu. Quel est ce monde ? Quel est ce monde et quel est ce bonheur que l'on prétend ? Donc, vous voyez bien que je suis évidemment, et pour toutes ces raisons confondues, avec vous et à vos côtés. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. C'est pas pour ça que je suis là, parce que celui qui vient de vous dire quelques platitudes, encore une fois, n'est pas spécialiste de la question. Même en tant qu'avocat, je ne suis pas spécialisé dans ces questions juridiques. Donc, je suis là parce que j'ai été... Alors là, pour le coup, je ne suis quand même pas complètement hors du sujet qui m'avait été fixé à mon insu. Je suis là, effectivement, parce que j'ai été blessé, parce que j'ai entendu sur vous. Et cette blessure s'est faite en 2 temps. La première, c'est en lisant un journal du soir. En lisant un journal du soir et qui laissait à penser que les gens de la Manif pour tous seraient des homophobes.
sous prétexte que certains, dont je ne suis même pas sûr, quelques abrutis, dont je ne suis même pas sûr qu'ils seraient d'une manière quelconque sortis de vos rangs, auraient peut-être proféré quelques insanités. Mais c'est le même principe d'amalgame qui laisse à penser que tous les gens des Gilets jaunes seraient antisémites. Ça veut dire quoi, ça? Je veux dire, c'est le propre du système d'intimidation. Voilà, donc nous y sommes en réalité, je ne le savais pas. C'est le propre du système d'intimidation par, effectivement, l'accusation de sorcellerie de nos temps modernes, qui est l'accusation de racisme contre les races, les ethnies ou les minorités. Qui veut noyer son chien l'accuse de ce racisme pour, évidemment, le disqualifier du débat. Et il faut reconnaître que ces gens-là, qui ont sans doute perdu la bataille des idées, sont encore en majesté médiatique et sont de nature, effectivement, à réussir leurs opérations d'intimidation. Je ne suis pas sûr qu'il faille applaudir à ce moment-là parce que c'est extrêmement affligeant et nous le savons bien. Et je sais quelqu'une qui m'écoute comprend ce que je lui dis et c'est la raison de mon affectueuse solidarité. Il y a une deuxième raison, c'était pas le soir, c'était le matin. C'est un matin que je me rasais et j'écoutais, vous savez, notre radio d'État, France Inter, qu'il m'arrive d'appeler la radio de service public. Et c'était Sophia Aram, l'humoriste, enfin, l'humoriste, mais encore une fois, les humoristes de service public, ce ne sont pas des humoristes qui se basent, qui fondent leur humour sur le rire, ils le fondent sur le ricanement, c'est-à-dire qu'ils sont dans un bunker capitonné et vous avez quelques employés du service public qui sont autour d'eux et chaque fois qu'ils sortent quelque chose qui est censé être drôle mais qui en tous les cas est assurément méchant, ils s'esclaffent et on est dans le ricanement méchant. Et ce jour-là, et alors là pour le coup j'ai été pour eux extrêmement blessé, c'était Sophia Aram qui parlait des gens de la Manif pour tous et qui riait de leurs prénoms. Il riait Sophia Aram riait tranquillement de ce que c'étaient les prénoms de l'ancien temps. Il y en avait quelqu'une qui s'appelait Ludovine et quelqu'un que je ne vois pas qui s'appelle Albéric. Bah oui, tout le monde ne peut pas s'appeler Aram ou Goldnadel. Ça, c'est... Oui. Non, mais pardon de vous le dire, mais au-delà de ce trait, mon imagination est impuissante à décrire la réaction publique, la réaction des intellectuels, la réaction des moralistes, si par une impossibilité d'ailleurs, parce que ça ne me viendrait pas à l'idée de moquer les prénoms de Mohamed ou d'Ali. Mais imaginez que je le fasse un jour où j'aurais voulu faire du mauvais humour. Mais ma carrière s'arrêterait là. Je ne peux imaginer, encore une fois, les épithètes et les attributs qui me seraient donnés. Donc, nous sommes, en fait, et ce jour-là encore, plus encore, dans le cadre de l'intimidation, j'ai compris de quoi était faite la farine, de quoi était fait le matériau, non seulement de la détestation que vous inspirez, mais du mépris, du profond mépris. Et ce mépris-là, je l'affirme, c'est un mépris raciste. Vous êtes considérés
vous êtes considérés comme les gens de l'ancien monde. Vous êtes considérés comme les gens de l'ancienne religion. Et d'une certaine manière, vous ne devriez même plus exister. Vous devriez déjà être morts. Et c'est ce système mortifère qui fait que je suis là. Parce que je sais que vous n'êtes pas cela en plus. Parce que je sais qu'en plus, vous comprenez, je sais qu'en plus qu'au sein de la Manif pour tous, il n'y a pas que des cathos, il y a aussi des musulmans, il y a aussi des juifs, mais ils ne veulent pas les voir, ceux-là. Donc c'est ce qui explique vraiment le cœur de ma présence ici. Parce que ces gens-là, ils s'estiment incarner l'intelligence de la modernité. Ils seraient la modernité. Il faudrait faire ce que le monde nous impose, la pente du monde, du temps et aussi de l'espace, parce qu'il paraît-il comme on le fait ailleurs dans certains pays, il faudrait le faire nous-mêmes, nous impose. Eh bien, cette fausse modernité-là, je la connais. C'est pas la modernité, c'est la mode. Ça n'a strictement rien à voir avec la modernité. Mais j'en connais aussi exactement la composition de la farine de cette mode-là. Alors cette mode-là, bien entendu, j'en connais l'attractivité. Ce gouvernement qui se veut du nouveau monde n'avait aucune chance de pouvoir réussir à résister à cette attractivité de la mode des LGBTXYZ radicalisés qui sont censés incarner justement cette modernité. C'est la mode. Et je vais vous dire, mes amis, ces gens-là ne savent pas, et c'est tragique, que cette mode, c'est exactement la définition de l'attractivité par le jeunisme ou par les fausses idées de tous les fascismes, de tous les communismes, de toutes ces choses qui étaient parfaitement à la mode. Ils ne le savent pas, ces idiots. Mais les communistes et les nazis étaient formidablement représentés dans la jeunesse et incarnaient l'attractivité même. Raison pourquoi, c'est la raison profonde pourquoi je suis là, parce que je vous aime et parce que je sais que ni vous ni moi ne serons jamais à la mode.